Abdelmalek Alaoui, bienvenue. Merci. Je suis très très content de te recevoir. Comme je te disais avant de commencer à enregistrer, j'ai passé les derniers jours à lire ce livre que tu as publié récemment, qui s'appelle Le défi de la puissance, qui est très très intéressant. Et on en parlait un petit peu avant de commencer la discussion sur le sujet de la nuance. À quel point c'est difficile dans un livre de ne pas prendre un parti ou l'autre sur chacun des sujets et toujours réussir à rester dans la nuance, qui est un exercice qui est très compliqué. D'abord, je voudrais te dire mon bonheur et ma joie d'être ici, parce que j'ai regardé l'émission quelques fois et j'ai beaucoup apprécié à la fois le format et le ton. Peut-être cette chose qu'on a en partage, qui est la question de la nuance. Elle est essentielle, pas uniquement dans l'écriture d'ouvrages, elle est essentielle dans la vie. Et c'est vraisemblablement la chose la plus compliquée à pouvoir obtenir. Dans la mode, par exemple, en ce moment, tu vois, il y a ce trend qui dit « less is more ». Cette espèce de vouloir ne plus afficher de marque, ne plus afficher de logo. Et c'est très compliqué de faire simple. Finalement, trouver une formule, être en capacité de pouvoir synthétiser des éléments complexes et de pouvoir les rapporter en étant le plus fidèle à la réalité, c'est beaucoup plus difficile que de faire des développements qui sont longs. Donc moi, je suis heureux que tu estimes qu'il y avait de la nuance dans l'ouvrage. En tout cas, c'était l'intention, peut-être pas d'apporter de la nuance, parce qu'il y a un biais, clairement, dans l'ouvrage. Il y a, j'espère, en tout cas, qu'il traduit l'attachement profond que j'ai pour mon pays et l'envie de décrypter, d'échanger, de raconter ce parcours avec une vision... je l'espère, très patriotique. Il y a un grand auteur qui disait le patriotisme, c'est aimer son pays, et le nationalisme, c'est détester les autres. Moi, mon parti pris, c'était d'essayer d'avoir un livre qui soit à la fois patriotique, mais qui décrive aussi les angles morts, là où on a raté, où on n'a pas suffisamment performé, comment est-ce qu'on peut essayer de s'améliorer et raconter les réussites avec leur complexité, parce que c'est toujours facile de céder à la post-rationalisation. C'est vrai que souvent, justement, le risque de la post-rationalisation, c'est d'avoir une thèse prédéfinie et ensuite de prendre que les exemples qui vont dans ce sens-là. On va rentrer en détail dans le livre, qui est en fait une histoire aussi du Maroc depuis l'indépendance. Et donc, c'est aussi une manière c'est ce que je te disais, moi j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas dans ce livre. Donc, on va y revenir. Mais peut-être pour donner encore plus de lumière, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Écoute, je m'appelle Abdelmalek Alaoui, j'ai 48 ans, je dirige un groupe de conseil en stratégie qui s'appelle Guépard et je préside aussi un think tank qui s'appelle l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Et au cours des 20 dernières années ou 22 dernières années, j'étais notamment dans les métiers du conseil. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre ? Alors, c'est pas le premier livre. J'ai démarré par un livre qui était vraiment dans la niche que je faisais, qui était l'intelligence économique à l'époque. Il n'y avait pas encore l'IA, hein, c'était ce domaine d'intelligence économique dans lequel on voulait rapprocher le monde du renseignement avec le monde des affaires, dans lequel il y a la veille stratégique, la surveillance de son environnement. Donc j'avais déjà fait un livre en 2009 qui avait pas mal marché, qui s'appelait « Intelligence économique et guerre secrète au Maroc ». Et je me suis aperçu que la capacité à pouvoir réconcilier le continent des penseurs avec le continent des acteurs était quelque chose qui, moi, à titre personnel, m'apportait beaucoup, parce que la pratique professionnelle, il faut aussi pouvoir la conceptualiser, il faut pouvoir partager la courbe d'expérience qu'on a eue, et pas uniquement des connaissances qui sont des connaissances abstraites. Et puis depuis, j'ai publié un certain nombre de livres, dont un livre plus sur l'Afrique, plus économique, et puis le livre précédent avant celui-là qui s'appelle « Le temps du Maroc », qui raconte à la fois cette résilience et cette capacité de réaction du Maroc face au Covid, mais aussi une histoire secrète de certains moments clés des 20 ou 25 dernières années. Là, j'ai voulu aller plus loin. Comment tu as découvert l'intelligence économique ? Alors, la première fois que j'ai entendu ce mot, c'était dans une interview de Alain Juillet, il y a peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. C'est pas un sujet dont on parle beaucoup. D'ailleurs, je suis pas sûr de vraiment bien comprendre tout ce qu'on met dans l'intelligence économique, parce que c'est très très large. Comment tu as découvert le sujet ? Qu'est-ce qui t'a intéressé ? Et comment t'en es arrivé même à créer une entreprise qui fait de l'intelligence économique ? Écoute, dans mon parcours personnel,
l'élément le plus, je dirais, le plus important, ça a été les rencontres. Et je dirais 80% des choses qui définissent votre parcours, c'est juste d'être présent et de rencontrer des gens. Et je me rappelle avec beaucoup de précision le premier jour où j'ai entendu le terme, un peu comme toi, et ça devait être en 2002, je pense, ou en 2003, dans un café pas loin de la gare du Nord. J'étais en train de chercher quel serait mon facteur différenciant dans ma carrière. À l'époque, j'étais banquier et je travaillais aussi pour une organisation multilatérale francophone. Et banquier, c'est très générique. Et puis, j'étais avec un copain qui travaillait dans un grand groupe marocain. On prenait un café avant qu'il prenne son train. Et il m'a dit, tu sais, tu devrais t'intéresser à ce sujet, l'intelligence économique. Le Maroc venait de sortir d'un gros scandale qui s'appelait l'affaire Najat, qui était une escroquerie à l'emploi qui a été fait par une fausse firme émiratie qui avait promis des dizaines de milliers d'emplois à des Marocains. Et les pouvoirs publics, le ministère de l'Emploi, ont été embarqués dans cette escroquerie. Et si les pouvoirs publics avaient été outillés à ce moment-là en intelligence économique, tout ce qui permet la due diligence, tout ce qui permet la vérification, tout ce qui permet de comprendre l'environnement informationnel pour l'aide à la prise de décision, eh bien, peut-être que cette affaire-là n'aurait pas eu lieu. Donc, j'ai eu comme une épiphanie ce soir-là. Son enthousiasme était contagieux. J'ai passé la nuit à lire des choses sur l'intelligence économique. Et puis, je me suis dit, il faut un facteur différenciant parce que c'est bien d'être un bon généraliste, mais il faut avoir quand même quelque chose qui permet d'avancer. Il faut un point sur lequel on est expert. Et c'est une discipline, en tout cas au milieu de ces années 2000, qui est une discipline qui a beaucoup d'expansion, qui commence à avoir de plus en plus de praticiens et qui est terra nullius au Maroc. Donc elle va en quelque sorte précipiter mon projet de retour au Maroc parce qu'il n'y a personne qui est sur ce segment-là. Et comment on rentre dans ce domaine ? Parce que c'est large, c'est complexe, et il faut travailler avec soit des grands groupes, soit l'État ou des institutions. Et c'est un secteur qui est très compliqué. Donc comment on apprend dans ce domaine et comment on rentre, comment on crée une entreprise dans ce domaine-là ? Alors, apprendre, ça a été commoditisé, comme on dit. Il y a des formations, il y a des écoles. C'est pas le plus compliqué, parce que y compris dans ce domaine. Oui, y compris dans ce domaine. C'est pas le plus compliqué parce que l'intelligence économique, ça a besoin d'abord d'une posture. Donc, quel que soit le savoir que vous avez technique, rien ne pourra remplacer à la fois l'expérience et la pratique. Vous avez un certain nombre d'outils, mais être en capacité de pouvoir faire une analyse a besoin d'une certaine courbe d'expérience, les fameuses 10 000 heures dont on parle et qui permettent d'avoir cette courbe. Et donc, je pourrais vous dire là quelque chose de totalement contre-intuitif, c'est-à-dire si vous voyez une information aujourd'hui, immédiatement, votre cerveau va commencer à la discriminer, à l'analyser. Et il va commencer à dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? On est quand même dans un monde où il y a beaucoup de fake news. Si vous l'analysez sous le prisme de la veille stratégique et de l'intelligence économique, vous allez donner 10 sur 10 à cette information. Vous allez dès le début considérer qu'elle est absolument factuellement vraie. Et ensuite, vous allez essayer de travailler en obérant vos biais cognitifs pour pouvoir commencer à qualifier cette information et à pouvoir la scorer. Vous allez l'insérer dans un schéma environnemental pour essayer de comprendre qui l'a émise, comment est-ce qu'il l'a émise, pour quel dessin, quels sont les schémas antérieurs qu'on peut retrouver, pour pouvoir enfin pouvoir l'analyser dans son environnement, la transmettre ensuite aux dirigeants. Parce que l'intelligence économique, pour faire très court pour les auditeurs, c'est une discipline qui est issue du monde du renseignement. Et elle est issue d'un hasard de l'histoire. Lorsque le mur de Berlin chute, vous avez deux communautés extrêmement importantes dans le monde qui se retrouvent au chômage. C'est les agents de renseignement, on va dire, du bloc de l'Ouest, de la CIA, et c'est les gens du KGB, du FSB. Et ils vont se recycler de manière totalement différente. Dans le privé, notamment. Alors, les gens de la CIA, du renseignement américain, vont se recycler dans le privé. Ils vont amener les méthodes du renseignement, parce que le renseignement, 98% du travail de renseignement, c'est sur des sources ouvertes. C'est pas sur des sources fermées. Okay.
Alors qu'on imagine, alors qu'on C'est un pense plutôt fantasme. 10% C'est un fermé. fantasme. C'est d'abord un métier extrêmement rébarbatif de lecture des faisceaux d'informations, de leur interprétation, avec maintenant en plus une couche de complexité avec les réseaux sociaux, l'IA et les fake news. Mais historiquement, c'est d'abord la compréhension de votre environnement informationnel. Donc ils vont prendre ces techniques issues du monde du renseignement, tous ces grands spécialistes, et ils vont rentrer dans les grandes entreprises américaines. Des dizaines de milliers d'experts de la guerre froide qui... Et pour quelle raison? Ils vont le faire parce que ces entreprises américaines veulent aller conquérir les marchés de l'Est qui se sont ouverts. Donc ils ont des spécialistes de ces marchés-là qui ont la connaissance des hommes, des pratiques, de la géographie, de l'histoire, et qui vont les introduire à un skill set, un ensemble de techniques issues de l'intelligence économique, la guerre informationnelle, la capacité à pouvoir recruter, et à recruter cette fois légalement des sources, des parrains. Ça va devenir les senior advisors, les board members, et donc transposer toute cette culture-là dans le monde économique. J'ai vu que tu expliquais que les Japonais étaient très bons. Les Japonais étaient excellents, puisque au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, leur industrie, leur économie est totalement détruite. Et à travers le MITI, qui est leur ministère de l'Industrie et du Commerce, ils vont commencer à déployer des ambassades économiques et des chargés économiques dans tous les pays en leur demandant une chose très simple, aller photographier les usines. Et donc, pendant très longtemps, cette image du touriste japonais avec un appareil photo, avec le Nikon, etc., il y a une partie, c'est de l'intelligence économique. Ce sont des gens qui prennent des photos, des installations, des innovations. Tout est très centralisé. Et jusqu'à être la deuxième économie oui, et mondiale. puis ils ont fait comme la Corée du Sud. Copier, c'est innover. Innover, c'est copier. Et donc, dans les années 50, un appareil technologique japonais, c'est synonyme de low cost. Tout comme les appareils chinois il y a 15 ans ou il y a 20 ans, c'était synonyme de low cost. Et maintenant, c'est devenu la technologie la plus importante. Mais c'est intéressant aussi ce que tu dis sur l'information, de commencer par se dire elle est vraie et quelles sont les implications. Si elle est vraie, parce que pour ne pas être biaisé par toutes les réflexions. Donc si elle est vraie, qu'est-ce qui se passe dans le réel? Et ensuite, par qui elle a été émise, et donc est-elle vraie ou non, etc. C'est intéressant. Surtout dans un monde où tu as beaucoup de sources d'informations, plein de médias, mais aussi les réseaux sociaux, et donc il faut réussir à jouer, et à chaque fois se demander est-ce que l'information est vraie, partielle. Et quasiment, il faut que vrai ne veut rien dire en fait, parce que en réalité, c'est pas est-ce qu'elle est fausse ou elle est vraie, c'est toujours un peu vrai, un peu faux, mais en réalité, il faut comprendre la nuance du point, c'est dans les mots, c'est dans le moment, etc. souvent. Moi, je pense que tu as tout à fait raison quand tu dis vrai, ça veut rien dire. Ouais. Parce que un média, même un household name, même un média très établi, il est le reflet d'une idéologie et d'une culture. Quand tu as un très grand média où la plupart des journalistes sont issus d'universités très prestigieuses ou des mêmes écoles, ils ont été formatés dans le même moule et ils ont une certaine vision, parfois condescendante, des autres pays, qui est aussi le reflet du pays, de la nation, du bloc dans lequel ils ont évolué. On le voit notamment, et en partie ce livre pour moi était une réponse, on le voit dans le traitement parfois condescendant, un peu orientaliste du Maroc, avec de l'imagerie, que ces producteurs de connaissances, ils sortent parfois même à leur insu, ils pensent même pas... c'est comme cet oncle vaguement raciste qu'il y a dans les soirées de Noël chez les Français et qui dit des choses horribles sur les Arabes et qui se tourne vers toi ensuite et qui te dit « Mais pas toi, je parlais pas de toi, je parlais des autres. » Si on pense que quelqu'un n'a pas de biais, c'est qu'on l'a pas vu ou qu'on a le même, en général. Oui, effectivement. Mais en réalité, tout le monde a un biais. Tout le monde a un biais. Tendre vers l'impartialité et l'objectivité absolue n'est absolument pas du ressort de l'humain. C'est une caractéristique du divin qu'on retrouve dans les religions du livre. Mais l'humain, il est forcément... Et l'IA est en train de nous le montrer dans tous les domaines. Il y a une étude récente de Stanford sur le système de justice américain où on se rend compte que les juges sont beaucoup plus sévères si leur équipe de football américain a perdu pendant le week-end. Si vous reçoivent à 9h ou si vous reçoivent alors qu'ils ont faim à midi, eh ben, les jugements peuvent aller d'un écart de 1 à 5 ans. Ça, c'est une bonne stratégie dans les rendez-vous. Il ne faut pas les mettre juste avant l'heure du déjeuner, à midi ou à 11h30, par exemple. Enfin, c'est-à-dire que dans la journée, il y a des moments différents, ou le vendredi après-midi. C'est notamment beaucoup de choses qu'apprend l'intelligence économique, c'est à pouvoir utiliser... à pouvoir comprendre d'abord les biais,
et qu'est-ce qui les façonne, et de pouvoir les utiliser. Mais c'est des choses qu'utilisent très bien les commerciaux. Ouais, Les commerciaux, ils savent quand ils vous envoient pas un mail, ni ils vous appellent pas un vendredi à 18h. Et pas le lundi matin tôt. Et pas le lundi matin tôt. Donc, je veux dire, ça, c'est juste, c'est du bon sens. Maintenant, il y a des coachs qui ont construit des business sur le bon sens. Moi, je trouve ça toujours absolument sidérant de vouloir expliquer aux gens que il faut être poli, il faut être bien habillé, et il faut être à l'heure au rendez-vous et de vous envoyer une facture ensuite pour vous apprendre ça. Moi, je trouve ça assez passionnant, en tout cas. Bon, je pense que ce serait peut-être le moment est intéressant de rentrer dans le vif du sujet, avec le livre qui s'ouvre sur une phrase qui est intéressante de Ibn Khaldoun, qui est « Le passé ressemble plus à l'avenir qu'une goutte d'eau à une autre ». Est-ce que c'est important, dans le cas d'un pays comme le Maroc en général, de comprendre le passé, de comprendre l'histoire pour comprendre le présent et prévoir le futur? Je pense que c'est très important pour comprendre le présent. Je pense que, en revanche, penser qu'il y a une espèce de jour sans fin et qu'il y a une répétition à travers des grands cycles est de moins en moins vrai. C'était vrai lorsque l'on avait un monde beaucoup moins globalisé, avec des cités-États beaucoup plus fragmentées. À ce moment-là, on pouvait avoir des cycles, on pouvait dire il va y avoir une guerre parce que ce territoire-là n'est pas viable économiquement, il n'a pas d'accès à la mer. Là, on est dans des géographies qui se sont figées depuis le XXIe siècle. Et donc le futur aujourd'hui, il est beaucoup plus modifié et transformé par des chocs externes. Et il est modifié par des chocs conjoncturels externes qui changent complètement le paradigme dans lequel on vit. On le vit actuellement avec l'IA, on l'a vécu avec l'arrivée d'Internet dans les années 90, qui a profondément changé toutes nos habitudes, qui a balayé des métiers entiers. Mais là, la connaissance du passé, elle nous permet de gérer quelque chose qui est absolument essentiel, à savoir l'adaptation des politiques publiques dans la gestion d'un État. Parce que si on ne comprend pas l'ADN d'une société, pourquoi est-ce qu'elle fait bloc, pourquoi est-ce qu'elle fait nation, on n'est pas en capacité de pouvoir élaborer, penser et exécuter les politiques publiques. Or, de la politique publique partout. Parce que finalement, que vous et moi, nous soyons marocains et qu'on fasse partie de cette nation, de cet État-nation millénaire, finalement, c'est un contrat. C'est quelque chose que nous avons accepté implicitement, d'être des citoyens de ce pays, d'en respecter les codes, d'en respecter les lois, d'être sous le système dans lequel on vit. C'est un ensemble de croyances communes. Oui, et pour que notre seuil d'acceptabilité soit maximum, il faut que nos politiques publiques soient adaptées au fait qu'il y a cette communauté nationale qui fait sens autour de ce Donc c'est beaucoup plus pour comprendre le présent et œuvrer dans le réel, c'est-à-dire créer les politiques publiques notamment. Le début du livre, il commence avec l'indépendance, donc en 1955-1956. Et notamment, il y a un moment, je crois que c'est en page 25 ou 26, où tu écris « On dit souvent qu'un pays tient dans une image » à propos du retour de Feu Sa Majesté Mohamed V au Maroc en novembre 1955. Pourquoi est-ce que tu dis cette phrase et à quel point ce moment-là est important dans l'histoire du Maroc récente? Parce que ce retour de Mohamed V d'exil, c'est quelque chose qui relève du miraculeux. Il relève du miraculeux. 3 semaines avant, on ne sait pas encore s'il est possible que le sultan qui a été exilé puisse revenir sur son trône. Il y a encore des résistances très fortes, notamment de mouvements français de colons qui veulent l'empêcher et qui essayent d'instrumentaliser. Il y a même des partis politiques qui ont été créés ad hoc à ce moment-là par la résidence. Et la résidence au Maroc, elle s'est en quelque sorte autonomisée du pouvoir central français. Parce qu'il y a des intérêts. Il y a des intérêts économiques. Et donc pour ce peuple qui a été privé de Mohamed V pendant 2 ans, qui a fait communion autour de ce sultan qu'il voit dans la lune, et qui a besoin de cette figure nationale qui va venir ressouder un pays qui est fracturé, qui est meurtri, cette descente de la... Je pense que les Marocains, les très très grands moments de liesse populaire que nous avons eus ces dernières années, c'est avec le football, et on imagine que c'était quelque chose d'énorme. Mais
Oui, L'arrivée, là, c'était beaucoup plus grand. là, c'est beaucoup plus grand. Je veux dire, il faut imaginer ce que c'est pour un pays de 11 millions d'habitants. Il y a 1 million de personnes dans les rues de Rabat. Il y a 1/10 de la population marocaine qui est dehors dans une ville pour l'accueillir. Et d'ailleurs, moi, je raconte, parce que je me suis plongé dans les archives, le service de sécurité, il est fait par l'Istiqlal, mélangé avec des ralliés de la dernière heure, c'est-à-dire en gros des militaires qui travaillaient pour la résidence et qui voient que ça y est, ça a basculé et qu'il faut qu'ils passent de l'autre côté. C'est un peu, il y a des choses qui vont jusqu'à la caricature. C'est un peu comme dans Rabbi Jacob, c'est-à-dire quand ils se rendent compte que le pouvoir a basculé, ils disent est-ce qu'on peut leur refiler des hélicoptères? Et c'est ça aussi, c'est un bouillonnement, l'indépendance. Ça se joue sur des détails, ça se joue sur des mots, ça se joue sur des millimètres, ça se joue sur des hommes et des femmes qui sont tous, ils font bloc au sein du mouvement national, mais déjà, les luttes idéologiques au sein de ce bloc national, elles sont en train de s'exprimer. Si on ne rentre pas dans le détail, on ne se rend pas compte à quel point l'histoire est compliquée, à quel point chaque chose qui a eu lieu tient à un certain nombre de complexités. Elle tient un fil, elle tient un fil qui est incarné par cette figure tutélaire de Feu Sa Majesté le roi Mohamed V, père de l'indépendance, mais aussi de son fils, du futur Hassan II. Le futur Hassan II, c'est lui qui fait la pédagogie, il parle déjà aux médias, c'est lui qui s'exprime, j'utiliserai pas le terme objet pour un souverain, mais disons, c'est un souverain très particulier qui fait irruption dans l'espace audiovisuel français à ce moment-là, avec cette maîtrise exceptionnelle de la langue, cette capacité à pouvoir conceptualiser les choses, à expliquer quel est le projet marocain. Et tous, ils sont extrêmement enthousiastes, mais je pense qu'ils sont aussi quelque part un peu, il y a de l'appréhension. Parce que il y a beaucoup de choses à faire ensuite. Il y a beaucoup de choses à faire. Avant de justement parler de la suite et de prendre quelques moments clés de l'histoire, parce que je pense que ça peut être intéressant, c'est aussi devenu un symbole, ce moment-là. Il y a un moment dans le livre où tu dis « Dans un royaume où il faut toujours décrypter les signes pour comprendre les situations ». À quel point c'est important les symboles au Maroc ? À quel point c'est important de les comprendre pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre comment les gens pensent, etc. Les symboles sont consubstantiels de notre mode de gouvernement au Maroc. La monarchie, la commanderie des croyants et le fait que le chef de l'État soit à la fois le leader spirituel et temporel fait que l'iconographie et la symbolique est absolument essentielle. Si on la regarde, si on la décrypte, si on voit par exemple la cérémonie d'allégeance, ou si on voit lorsque Sa Majesté se rend à la prière et qu'il revient et qu'il y a le parasol qui tourne pour illustrer la dynamique du pouvoir, ce sont des symboles qui sont ancrés dans les cerveaux reptiliens des Marocains, sur lesquels ils ont fait consensus, en acceptant cet acte d'allégeance, parce que c'est une forme de contrat de gouvernement qui est fait à travers l'acte d'allégeance. Les symboles sont extrêmement importants au Maroc parce que, comme on est une mosaïque de tribus et une mosaïque de clans, parfois on a même des affrontements interrues et des rivalités interrues. Il y a une rivalité à Fès entre les gens de Fès Jdid et les gens de Medina qui date de plusieurs siècles. Et bien, quand on n'a pas les mêmes codes, quand on est très ritualisé, on a besoin de symboles pour pouvoir se retrouver. Donc on a besoin de ces symboles communs. Qui lient la nation qui permet de lier la nation, une nation qui a, pendant des siècles, été fragmentée entre les tiraillements des régions et cette volonté d'avoir le ciment national autour d'une identité et autour d'un royaume qui fut un empire. Donc je pense que c'est vachement important de comprendre dans le psyché des Marocains que toutes ces choses-là se sont amalgamées au fil des siècles. Avec beaucoup de choses inconscientes aussi, en fait, qu'on ne dit pas, mais qu'on a intériorisé. Regardons un symbole simple, si on doit prendre un exemple. Dans la terminologie du langage courant marocain, si on te dit Siba. Mghreb, il n'a pas connu Siba depuis un siècle et demi. Il n'a jamais connu, il n'a pas connu cet état d'insurrection tribale depuis un siècle et demi. Et pourtant, le mot est chargé, c'est-à-dire qu'on ressent quelque chose immédiatement. Et pourtant, le mot est compris par tout le monde. Donc, il y a une transmission intergénérationnelle qui se fait naturellement pour ce qui fait notre identité commune.
Il y a des choses très anciennes, il y a des choses plus récentes. Si on voit le thé, par exemple, le thé, c'est une construction récente au Maroc. C'est quelque chose qui arrive à la moitié du 19e siècle. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui, en partie, va expliquer, pour beaucoup, les problèmes économiques du Maroc à la fin du 19e siècle. Ça va être à cause du thé. Parce que le Maroc, en 1870, dépense 30% de son budget pour acheter du thé et du sucre. Pour une pratique qui, en 1840, était réservée à quelques élites, mais à la faveur d'un traité économique avec les Britanniques, qui veulent exporter du thé et du sucre, ils se mettent à inonder le Maroc. Pourquoi est-ce qu'ils réussissent à avoir ce traité? Parce que c'est les seuls à vouloir nous vendre des armes, parce qu'on a déjà des intrusions étrangères. Et donc, on se rend compte à quel point le commerce est une arme. Donc aujourd'hui, on vous dit thé à la menthe, le Maroc, etc. Mais c'est une construction, c'est une construction en fait, qui est peut-être pas contemporaine, mais c'est une construction qui a 150 ans, qui nous a coûté très très cher, à la fois sur le plan budgétaire, sur le plan de la santé. Ça a créé aussi dans notre patrimoine beaucoup de diabète. Et ça a créé beaucoup de comportements qui sont des comportements qui vont à l'encontre du bien commun. Parce qu'avoir une population avec beaucoup de maladies cardiovasculaires et beaucoup de diabète, eh ben, ça pousse à construire des lits d'hôpitaux là où on devrait faire de la prévention. Le traité a coûté très très cher. Ok, alors on est au lendemain de l'indépendance. C'est ce que tu disais, donc le livre commence avec ça. Et tu expliques, là je te cite, un pays parti avec de lourdes contraintes. J'aimerais bien qu'on revienne justement à ce moment-là, au lendemain de l'indépendance. Quelle est la situation à ce moment-là? Quelles sont justement les contraintes qu'on a? De quelle situation on part? Alors, on part d'un pays qui schématiquement a respecté la trajectoire de beaucoup de pays colonisés, notamment en Afrique. C'est-à-dire que ses ressources, et ses ressources les plus essentielles, ont été organisées de manière à pouvoir en faire la captation, les envoyer vers les ports et les envoyer vers la métropole. C'est le cas du phosphate, c'est le cas du charbon, c'est le cas du secteur minier de manière globale, des industries extractives. Et donc, il y a une grosse partie du Maroc qui déjà était en décalage par rapport aux semblants de métropoles qui sont en train d'émerger, et notamment Casablanca, qui est quasiment une ville champignon. Hein. C'est une ville qui va énormément grossir en 30 ou 40 ans parce qu'elle a le port. Et parce qu'elle a ces industries extractives qui arrivent vers ces zones-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir, là où il y avait des régions qui étaient déjà en difficulté par rapport au reste, à cause des conditions climatologiques, parce qu'elles ont moins de pluviométrie, parce qu'elles ne font pas partie du Maroc agricole ancien. Maroc qui était le grenier du Portugal et de l'Espagne au XVe et XVIe siècle. Le Maroc exportait du sucre vers ces pays-là avant qu'ils ne commencent à l'extraire depuis l'Amérique du Sud et notamment du Brésil, qui était moins cher pour eux. Donc nous étions une puissance agricole aussi au XVe et XVIe siècle. Il y a peu de gens qui le savent. Et donc, le décrochage des zones qui étaient moins bien dotées en matière de pluviométrie, il va s'accentuer avec cet embryon d'industrialisation du Maroc. Et donc, on va avoir un décrochage beaucoup plus important qui va faire dire à la littérature économique de l'époque qu'il y a un Maroc utile et un Maroc inutile. C'est-à-dire que la logique extractive que tu disais, c'est d'aller dans les endroits les plus intéressants immédiatement pour le court terme et là où il y a le plus de ressources. Et donc ça peut être les ressources minières et l'eau. Notamment le phosphate, notamment l'eau, mais également l'agriculture, le bois. Il y a des débuts d'industrialisation d'un certain nombre de petites pièces mécaniques, mais le plus gros de la valeur ajoutée, il repart en métropole, en l'occurrence et tu à disais, Paris. Ce que j'ai lu aussi, le commerce extérieur demeure contrôlé à 80% par des maisons françaises. Oui. Donc quasiment la grande majorité de l'économie est destinée à l'export. Oui, parce que encore une fois, le mouvement national, il essaye de faire un deal. Et donc faire un deal en 1955, il y a des concessions qui sont faites. Évidemment, Paris ne veut pas perdre. Et puis, quand vous avez des sociétés privées qui se sont développées et qui sont détenues par des capitaux étrangers, eh ben, ces sociétés vont continuer à exister parce que vous avez aussi le droit international. Et donc, il va falloir attendre quasiment 15 ans ou 20 ans la marocanisation avant de pouvoir ramener ces entreprises, mais aussi les grands domaines agricoles et les maroccaniser. Mais on est en gros hyper dépendant des exportations de phosphate et donc des cours du phosphate à l'époque. On est dépendant de sortes de cartels qui ont été créés par le colon et par le protectorat.
On n'a pas encore de grand capitalisme marocain qui a émergé. On a quelques familles fassis qui sont dans le commerce, qui se sont développées, et qui sont développées parfois avec une nationalité britannique et pas une nationalité française, parce qu'à ce moment-là, il y a, depuis la fin du 19e siècle, il y a les consulats anglais qui commencent à donner des nationalités pour ceux qui importent notamment l'argent qui sert au fameux thé dont on a parlé tout à l'heure, donc l'argenterie de Manchester. Et donc, on a cette espèce d'amalgame de capitalisme un peu opportuniste qui s'est développé autour de ces niches-là. Mais on part avec de très lourdes contraintes, la mère de toutes les contraintes étant la contrainte des ressources humaines. Ouais. Tu disais, en 1956, on ne compte que 1395 bacheliers et à peine 2000 étudiants. On ne s'en rend pas compte, mais... On ne se rend pas compte. Il y a 11 millions d'habitants. Et avec, non pas que le diplôme soit un passeport vers l'emploi à ce moment-là, mais la réalité de ce moment-là, je pense qu'il faut... C'est pour ça que je voulais raconter cette histoire à nos concitoyens, c'est qu'on a des gens qui deviennent ministres à 28 ans, à 27 ans, qui ne sont pas sous-secrétaires d'État, ils sont ministres de souveraineté. Il y a M. Douéli qui va être ministre des Finances à 30 ans. C'est le premier polytechnicien du Maroc. Donc on est dans une économie de la rareté des profils. Et d'ailleurs, je raconte à un moment que on va devoir se tourner vers les médecins, parce que c'est les médecins c'est ceux qu'on trouve en plus grand nombre. Donc il y a une grande génération de médecins qui prend des rôles dans la haute fonction publique. Il y a une surreprésentation des médecins dans la haute fonction publique et notamment dans les postes les plus importants, une surreprésentation des avocats. Les figures les plus importantes à ce moment-là sont des juristes ou des avocats, allant de Ahmed Reda Gdela, mais il y a aussi à d'autres qui sont ou à Sibou Abid qui sont également des avocats, donc des gens qui ont pu avoir accès aux filières du droit. Mais parce qu'en réalité, le protectorat, il interdisait, pas de manière directe par les textes, mais il n'encourageait pas les Marocains à aller faire des études de sciences politiques. Parce que si vous faites des sciences politiques, vous allez réfléchir et vous allez venir embêter les intérêts de la résidence. Donc il y avait peu de sciences humaines. Donc il y avait peu de sciences humaines, peu de sciences politiques. Donc il y avait le droit, médecine, ingénieur hydraulique, ingénieur agricole, parce qu'ils ont besoin de bras, ils ont besoin de gens qui puissent travailler dans ces domaines-là. Et puis il y a quelques bastions qui ont réussi à se créer ex nihilo. C'est le collège Moulay Idriss Hafez qui va devenir ce bastion, cette école du nationalisme vivant. Mais ce sont des sachants parfois dans le domaine de la théologie qui vont apporter ça. Donc il y a aussi un substrat conservateur, cette culture marocaine ancestrale du qadi et aussi du alm, de celui qui sait. Il y a quelques points sur lesquels j'aimerais revenir ensuite, parce que ce qui est intéressant dans le livre, c'est que c'est une chronologie de ce qui se passe depuis justement l'indépendance, et sur plein de thématiques différentes, économiques, diplomatiques, politiques, plein de sujets différents. Bon, bien sûr, on ne pourra pas couvrir tout ce qui est dans le livre, mais j'aimerais bien qu'on prenne quelques points. Ça peut être intéressant de revenir sur ces points-là. Dans les années déjà 50 et ensuite années 60, l'hydraulique, c'est un point qui est très important avec les barrages. Est-ce que c'est les premières grandes infrastructures après l'indépendance ? Avec la route, ça va être les deux artères, on va dire, pour le développement économique du pays. Il y a besoin de la route, non seulement pour le symbole avec la route de l'unité qui va relier le Maroc sous protectorat français au Maroc sous colonisation espagnole, et qui va être à la fois un chantier politique et technique, et d'ailleurs un chantier technique qui ne va pas être très réussi, ça va être un peu fait dans le désordre, parce qu'envoyer des milliers de travailleurs avec des pioches et des pierres, des pioches et des pelles, ça ne permet pas de construire des routes extrêmement fiables, donc il y a peu de génie civil à ce moment-là, il y a peu de savoir-faire, mais bon, symboliquement, ça le fait. Mais disons, la première intuition de ce Maroc indépendant, de ses gouvernants, c'est de dire, ce fameux Maroc inutile, qui n'a pas été relié par les infrastructures routières par le protectorat, il va falloir qu'on fasse le job. Parce que sinon, c'est comme si on se baladait en fait avec une grenade dégoupillée dans le salon. C'est que ce Maroc inutile, il peut être le ferment d'une contestation sociale extrêmement forte. Et les barrages, c'est pour l'agriculture notamment, parce que les déséquilibres sont de plus importants entre les zones à forte pluviométrie et celles qui ont moins de pluviométrie.
On est toujours dans ce même débat en 2026 avec les autoroutes de l'eau. Alors c'est un pari qui est pris à ce moment-là de pouvoir faire des très grandes retenues pour pouvoir distribuer de l'eau sur les terres arables et avoir au moins l'ambition d'être autosuffisant dans certains domaines agricoles. C'est aussi le moment dans les années 60 où il y a l'implication de plus en plus des institutions internationales, dont la Banque mondiale, ce que tu expliques dans le livre. Et tu expliques que c'est là qu'on construit la forme centralisée de l'économie qui existe aussi toujours aujourd'hui. C'est là qu'elle commence à naître. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ce moment-là ? Alors, elle commence pas tant à naître que plutôt à se développer, puisque la forme très jacobine de gouvernement qui a été imaginée par le maréchal Lyautey quand il était au Maroc, elle existe déjà en 1955. On est dans un pays extrêmement centralisé, avec une administration déconcentrée qui reporte à Rabat. Ils ont un petit peu adapté le système avec les caïdas, avec les pachas, mais on n'est plus dans les grandes féodalités qu'a connues le Maroc pendant 4-5 siècles avant. Il n'y a plus de très grands bachas emblématiques. Le Maroc indépendant, il est sous une ombrelle qui est celle de la royauté, puis du pouvoir exécutif qui travaille à ses côtés ou qui en est une émanation à ce moment-là, parce qu'on n'a pas encore la réforme constitutionnelle de 61. Mais cette centralité, cette centralité du pouvoir à Rabat, elle fait qu'il y a une concentration extrêmement forte des décisions, tant sur le plan conceptuel que sur le plan de l'exécution. Et de construction d'institutions comme la CDG, qui sont créées à ce moment-là. Oui, elles ne peuvent être créées que par le pouvoir central parce qu'il y a une question de taille. Ouais. C'est qu'il y a très peu de capital. Et qui vont permettre justement de financer les infrastructures. Et qu'il faut permettre de pouvoir financer les infrastructures. Il faut le faire à un moment où il y a un bouillonnement social, où il y a une très forte polarisation à ce moment-là du Maroc, avec des attentes de plus en plus importantes, un chômage très important, pas suffisamment d'industrialisation. Et puis, un pays qui est en train de se projeter et le niveau d'attente est de plus en plus important. Et comme souvent au Maroc, le niveau d'inégalité progresse également. Parce qu'on a aussi les premiers capitalistes marocains qui sont connectés politiquement, qui commencent à se développer. Et donc, évidemment, le peuple marocain, il réagit aussi au sentiment d'injustice perçu en matière d'inégalité, et qui n'est pas juste une perception, qui est une réalité à ce moment-là. Et qui est toujours vraiment moi, je dirais, c'est quand on trouvera la pierre philosophale pour réduire les inégalités au Maroc, on aura un chemin de développement et un chemin de croissance beaucoup plus important. Parce que ça a toujours été ce qui nous a lesté dans notre trajectoire. Le Maroc arrive à générer de la croissance. Il a réussi à en générer dans les années 60, il a réussi à en générer dans les années 90 de manière importante, dans les années 70, dans les années 2000. Et le corollaire à chaque fois de cette croissance à marche forcée, souvent tirée par l'investissement public, c'est qu'on a une augmentation des inégalités. Dans les années 70, il y a ce point dont tu as commencé à parler un peu plus tôt, qui est la marocanisation. Où tu dis « L'idée de la marocanisation du capital fait son chemin. La conviction grandit qu'il faut réduire l'emprise étrangère et promouvoir une bourgeoisie nationale. » Comment ça se concrétise ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Comment on crée justement cette marocanisation ? Alors, d'abord, je pense qu'il faut le contextualiser un tout petit peu. Le Maroc, il est dans le bloc mondial libéral. Donc la marocanisation, ça ne veut pas dire la nationalisation, ni la confiscation. C'est-à-dire, toutes les entreprises et les terres et les propriétés agricoles qui vont être transmises à des Marocains, elles ne sont pas confisquées. Elles sont achetées. Ce qui crée d'un côté un drain important sur l'épargne publique générale, que ce soit le budget de l'État ou que ce soit celui des privés qui sont des repreneurs. Ça donne une prime à celui qui a l'information. Parce que celui qui a l'information, qui est bien connecté politiquement, il va avoir accès au financement et il va avoir accès à l'opportunité et il va pouvoir y aller. Donc mécaniquement, ça va favoriser ceux qui sont déjà organisés. Cette fameuse bourgeoisie facile dont on parlait, qui déjà était dans le commerce et qui va réorienter une partie, et qui a déjà du capital, qui a déjà du savoir-faire. Donc on va rajouter une inégalité sur l'inégalité. Mais à la rigueur, il n'y a pas le choix. Parce qu'il faut créer des champions nationaux.
C'est peut-être la première apparition du terme champion national, mais il faut qu'on en ait. Et donc, il faut des gens qui ont accès au capital, qui ont accès à la connaissance, qui sont en capacité de pouvoir négocier. Il faut que l'État puisse les accompagner. Et puis, ça crée des déchets. Ce genre de processus, il crée inévitablement des déchets. Parce qu'il y a des projets qui ne sont pas viables. Il y a des projets qui sont achetés trop cher. Il y en a qui sont achetés pas assez cher. Ça génère des procès. Il y a des projets qui sont rachetés par l'État alors que l'État n'a rien à faire dans un certain nombre de secteurs parce qu'il n'a pas vocation à savoir les gérer. Et que l'État, parfois, il sait produire des fonctionnaires et des offices, mais produire des entreprises à but lucratif et pouvoir les gérer sur le long terme, c'est pas nécessairement sa vocation. Hein. C'est pas idéologique ce que je dis, c'est juste l'analyse de la trajectoire de cette époque. Et donc, on va créer plein de machins. Il y a une espèce d'enthousiasme autour de ça. Ça fonctionne plutôt bien. Il y a une période pendant laquelle ça crée les conditions aussi d'un ciment populaire autour de ce nouvel entrepreneuriat national. Et puis, ça arrive à une période, en même temps, politiquement, qui est difficile. Il y a les 2 coups d'État. Il y a quand même une situation politique qui est assez dégradée, qui est très intense, qui va être rattrapée ensuite par la marche verte, qui va permettre de ressouder le bloc national. Mais cette marocanisation, il y aurait un livre à écrire dessus, parce que pour certains, elle a installé le capitalisme de connivence, elle a créé ces grands groupes familiaux qu'on connaît aujourd'hui, qui n'auraient jamais existé s'il n'y avait pas eu la marocanisation. Mais ceux qui font cette critique ne parlent jamais de quelle aurait été l'alternative. Est-ce que ça aurait été une forme de collectivisation, un sauve-cause, un call-cause, une coopérative faite de milliers d'employés on a vu que ce modèle-là ne fonctionnait pas ni en Union soviétique, ni en Algérie. Donc oui, la transformation, c'est dur, c'est compliqué, ça crée des inégalités, ça crée des injustices, ça crée des frustrations. L'avantage de pouvoir regarder les choses sur la durée, c'est de se rendre compte du bas de bilan. Et pas de regarder uniquement tout ce qui a été produit et regarder le résultat final. Et de regarder le résultat final. Il y a un autre fait historique qui est intéressant, dont on ne parle pas beaucoup, qui est le choc phosphatier. Donc ce que tu expliques, c'est qu'en janvier 1974, le gouvernement décide de tripler le prix officiel du phosphate, qui passe de 14 à 42 $, triplé. Et ce qui vient après le choc pétrolier, avec la décision de l'OPEP d'augmenter le prix du pétrole. Donc un parallèle avec le pétrole. Et ce que tu expliques dans le livre, c'est que c'est une décision qui s'est avérée compliquée parce qu'elle n'a pas forcément fourni de bons résultats, parce qu'on a commencé par avoir beaucoup de revenus du phosphate, mais ensuite, on a eu des problématiques reliées à ce choc phosphatier. Est-ce que tu peux raconter cette histoire ? Oui, le choc phosphatier de 1974, c'est une FBI. C'est une fausse bonne idée. Et depuis que le livre est sorti, ce qui est amusant, c'est que j'ai eu certains acteurs qui ont participé à cette fausse bonne idée, qui m'ont contacté pour me dire « Non, mais tu comprends, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. » Donc, évidemment, quand une décision est pourrie, il n'y a personne qui veut l'endosser ensuite. Hein. La victoire a 1000 pères et la défaite est orpheline. Mais bon, en gros, ce que j'ai pu avoir comme détail additionnel, c'est qu'il y a eu à un moment une réunion qui s'est déroulée avec les principaux, on va dire, penseurs de l'économie du moment, dont le ministre des Finances, dont le gouverneur de la Banque centrale, gouverneur de la Banque centrale qui était opposé à cette mesure. Le Maroc n'est pas encore très intégré dans l'économie mondiale. Il n'en comprend pas encore tous les pièges et toutes les subtilités. Et donc, il y a cette idée de dire comment est-ce qu'on va augmenter de la ressource ? L'OPEP a augmenté les prix du pétrole, on va augmenter les prix du phosphate. Et là, on est les premiers exportateurs ? C'est-à-dire on a une position... On est la banque centrale du phosphate mondial. Hein. On a déjà 80% des réserves. L'agriculture mondiale est ultra dépendante de nous. Et donc, il y a un vrai parallèle en se disant on peut augmenter les prix. Oui. Et nous, à la rigueur, on n'a pas besoin des autres acteurs parce que les autres acteurs sont minoritaires. Mais notre décision va créer des nouveaux acteurs. En réalité, en augmentant les prix, ceux pour lesquels c'était pas rentable d'exploiter leur phosphate jusque-là, et on se dit les cours ils ont vachement augmenté, on va rentrer dans le secteur. C'est comme ceux qui sont rentrés dans le pétrole à travers les schistes. Exactement. Tant que le pétrole n'était pas... Le schiste américain, au début, il fallait, je crois, $60. Il fallait $60. Contre $7 de coût de production en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite ou en Libye. Et donc, il a fallu que le prix soit très élevé, ce que tu disais. Donc, on a financé nos concurrents. On aurait pu augmenter un petit peu.
On aurait pu Et c'est doubler. là où se lancent les Américains. C'est là où se lance la Floride, c'est là où se lancent les Jordaniens, c'est là où se lancent les Tunisiens, c'est là où vont se lancer un peu plus tard les Togolais. Et qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, le marché, il raisonne simplement. Augmentation et même anticipation de l'augmentation de l'offre, effondrement des cours. Sauf qu'entre-temps, nous, on s'est habitué à un train de vie un peu plus... je ne vais pas dire bling-bling, parce que ce n'est pas l'expression de ce moment-là. Mais on dépense beaucoup plus. Mais on commence à, Au niveau on commence des à claquer. ressources. Oui, on commence à claquer. Et puis on commence à diversifier. Et à s'endetter aussi. Et on s'endette juste après, parce qu'on s'est habitué à ce train de vie, et qu'en réalité, on arrive à s'endetter ultra facilement dans le monde de la fin des années 70. Pourquoi ? C'est aussi une résultante de ce fameux choc pétrolier, c'est qu'il y a des milliards de dollars de pétrodollars qui dorment dans les banques. Et donc les banques vous prêtent, il y a un excès de liquidité. Mais pourquoi ? Parce que le pétrole est vendu beaucoup plus cher. Oui. D'accord. Et donc, il y a de plus en plus de ressources en dollars issues Oui. de la vente de pétrole qui fait qu'il y a du dollar qui circule. Oui. Il faut le placer quelque part. Il faut le placer quelque Et part. donc, on cherche du risque. Et donc, on cherche du risque. Et je vais vous dire, moi, j'ai fait l'exercice d'excavation de ce qu'était un portfolio à l'époque pour lever de la dette. Ça tenait en 10 pages. Vous pouviez lever de la dette Sur les marchés internationaux. souveraine sur les marchés internationaux avec un portfolio de 10-12 pages et avec une vague promesse de Maïkoun Red Khair, Ça va aller. Ça va aller. Okay. Et les banques d'affaires de l'époque prenaient un taux que je ne citerai pas à l'antenne, qui s'assimile au taux d'intérêt qu'on paye aujourd'hui sur la dette. Mais en gros, c'est le Maroc au pays des cow-boys de la mondialisation débridée et qui est au contact de cette mondialisation folle de la fin des années 70. En plus, on est importateur net parce qu'on n'a pas d'énergie, donc on a besoin d'importer des hydrocarbures. Et donc, ça va un peu dans tous les sens en matière d'expérimentation. Le budget de l'État est aussi très sollicité parce qu'on est post-marche verte. On a besoin de ces ressources pour commencer à construire le mur de défense, mieux équiper les forces armées royales. Donc, on a un effet ciseau et une espèce d'équation impossible qui est en train de se mettre en place à la fin de ces années 70. Heureusement, il y a déjà, dans cette technostructure qui est souvent décriée, un bloc, je dirais, un cercle de la raison. Pour reprendre l'expression de Christine Lagarde lorsqu'elle parlait de la Grèce, il y avait des adults in the room. Et il y avait un bloc de gens qui ont commencé à très sérieusement prendre en charge sous l'autorité de Feu Sa Majesté le roi Hassan II qui a compris le danger parce qu'il est connecté justement avec la Banque mondiale, avec le FMI, avec les grands de ce monde qui lui parlent du modèle économique qu'il a au Maroc. Donc il doit jongler avec ces 3 boules de cristal en même temps. Et essayer de garder le momentum. Donc fin années 70, on se retrouve justement avec de plus en plus de dettes. Oui, je suis discipliné, hein, je suis le récit. On se retrouve avec de plus en plus de dettes. Début des années 80, la situation commence à être un petit peu compliquée et c'est là où il y a le fameux ajustement structurel. Oui. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est de l'austérité ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, je pense que pour beaucoup de nos compatriotes, le plan d'ajustement structurel, ça veut rien dire. Ça n'a pas de traduction concrète. Mais essayons de le traduire dans le Maroc de 2026. Il faut comprendre qu'en 1981 ou 82, il arrive un moment où le Maroc a 3 jours de réserve de change. 3. Au début des années 80 ? Au début des années 80, il est arrivé un moment qui est un tipping point, dans lequel il y a une réunion très importante qui va se tenir avec Abdeltef Jouari, le gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abouyoub, qui est le patron déjà du commerce, où le Maroc a 3 jours de réserve de change, va obtenir un prêt d'une banque, je pense, la Banque islamique de développement, de 10 millions de dollars pour pouvoir rallonger de 4 jours, pour pouvoir importer des cargaisons de blé. C'est-à-dire que là, Là, c'est la limite. On a dépassé la limite. On a dépassé la limite de beaucoup. Le taux de gearing est inacceptable. Donc, si on le transpose dans le Maroc de 2026, c'est comme si je te dis, écoute, il va falloir réduire ton salaire de 30%.
Si tu touchais des aides sociales ou des accompagnements de l'État, toutes supprimées. Donc on tape dans le dur, on est à l'os. Et il y a évidemment l'éléphant dans la pièce, c'est les dépenses de la caisse de compensation, qui sont des dépenses sur lesquelles on n'a aucune prévisibilité. En gros, le mécanisme, parce qu'il est en cours de démantèlement, mais 50 ans plus tard. Donc on compense les matières on compense le pétrole, la farine de blé tendre et le sucre, et donc on subventionne le prix. Sauf qu'on le subventionne de manière pareille pour tout le monde. Donc, pour ceux qui peuvent payer, comme pour ceux qui riches par riches. C'est un mécanisme non ciblé. Et donc, sachant qu'on pourrait dire que ceux qui ont le plus de moyens achètent encore plus. Donc en fait, en absolu, ils ont encore plus le bénéfice. Exactement. de ça. Je ne sais plus quel économiste disait ça, mais c'est effectivement, il y a un effet multiplicateur. Celui qui a une grande maison, il achète 10 bouteilles de butane par mois, contrairement à celui qui en a une. Donc c'est un système inégalitaire, injuste, et surtout qu'il y a un très grand vice pour n'importe quel locataire du ministère des Finances à l'époque, c'est qu'il ne lui donne pas de prévisibilité. S'il y a un choc externe, il va se retrouver avec une explosion de la facture à la pompe. Il y a la guerre Iran-Irak à l'époque, donc les prix du pétrole sont impactés. Donc c'est une équation extrêmement difficile et le Maroc va vraiment naviguer sur un chemin de crête avec des négociateurs incroyables qui vont, pendant toute cette décennie 80, être à la manœuvre pour pouvoir nous redonner un petit peu d'équilibre budgétaire, pouvoir retrouver de la marge de manœuvre. Des institutions Non, ça va être des hommes et des femmes. Ça va être des hommes qui sont dans l'État, qui vont travailler. J'ai cité Abdeltef Jouari, qui est notre actuel gouverneur de la Banque centrale, mais c'est un homme clé dans ce dispositif. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui, à cette époque-là... Et c'est quand même, je pense, parce que c'est récent, en fait, c'était il y a une 50aine d'années. Et c'est un point, je pense, qui est resté quand même dans les imaginaires et qui a peut-être un lien avec le fait aujourd'hui que la stabilité est un point très important. Au Maroc. Est-ce qu'on peut faire le lien avec ce qui s'est passé à ce moment-là et le fait que la stabilité, c'est un point cardinal de notre équation aujourd'hui? Bien sûr, la stabilité, c'est la stabilité en mouvement. C'est pas la stabilité statique, parce qu'on parle quand même d'une nation qui doit se développer. Donc, le fait de pouvoir préserver les équilibres et de rester stable et d'avoir la concorde civile, en fait, en réalité, malgré les aléas, malgré les difficultés, malgré les taux de chômage, malgré des chocs externes qui peuvent survenir, va devenir cet atout principal du Maroc au cours des 50 dernières années. Et résultat des courses, en 2026, où ce dont parle tout le monde, c'est l'incertitude, nous avons la commodité la plus essentielle sur le marché géopolitique international. Qui se raréfie. Donc on a dit pendant longtemps, oui, le Maroc est stable, mais la croissance n'est pas assez forte. On a plein de gens qui disent, nous, on aimerait bien être comme le Maroc, on est prêt à accepter une croissance pas assez forte. On prend ce deal aujourd'hui. On prend ce deal, on signe tout de suite. Ouais. Année 90, c'est une décennie d'ouverture. J'ai l'impression, en tout cas en me renseignant, en lisant le livre notamment, et d'ouverture dans pas mal de secteurs, notamment dans les médias, notamment dans les télécommunications. Quels sont les points principaux d'ouverture de ces années 90-là? Est-ce que c'est vraiment le moment où on rentre encore plus dans la mondialisation? Est-ce que ce serait ce moment-là qu'il faudrait citer? À quoi ressemble cette décennie? Écoute, en tout cas, c'est la décennie que j'ai eu le plus de plaisir à écrire quand je faisais le livre. D'abord parce que j'y retrouvais mes années de lycée et donc que j'ai pu en être quelque part le témoin, mais je me suis rendu compte rapidement à l'écriture que j'en étais le témoin complètement hors sol. C'est que je n'avais pas saisi à cette époque ce qui se passait, ce qui était en train de se passer, ce qui était à l'œuvre. Mais en réalité, c'est une modification extrêmement profonde de ce Maroc qui s'apprête à perdre son roi. Il va le perdre à la fin des années 90. Et ce roi qui va préparer sa transition sur 4 éléments, 4 dimensions qui sont absolument essentielles. Il y a d'abord l'ouverture en matière de liberté de la presse et de liberté de la parole. Et ça, c'est un élément essentiel parce qu'avec l'arrivée des paraboles, les Marocains se disent « Mais attends, il y a un décalage entre le Maroc qu'on nous raconte officiel et le Maroc qu'on regarde à la parabole. Il y a des gens qui ne sont pas du tout contents de nous, là, et qui ont une opinion divergente par rapport à ce qu'on nous raconte. »
Donc il y a un exercice de tentative de rapprochement de ce Maroc officiel. Donc il y a la création de 2M, qui est une chaîne privée. Et là, on y voit toute la dimension byzantine et florentine de Feu Sa Majesté le roi Hassan II, parce que c'est le groupe privé qui lui appartient, l'ONA, qui est le promoteur de cette initiative, contre son propre ministre d'État à l'intérieur, qui est Driss Basri, qui lui ne veut absolument pas d'une chaîne qui ouvre les libertés. Mais pour les Marocains, c'est une première fenêtre essentielle. Il y a des émissions très importantes qui se développent à ce moment-là. On commence à recevoir des personnalités beaucoup plus libérales. Il y a un Nourdine Ayyouch qui vient parler de Kalima, qui est un journal qui a été interdit à plusieurs reprises, qui en parle à l'antenne. C'est des moments où les audiences, ça ne veut plus rien dire en 2026 parce qu'elles sont décentralisées. Mais à l'époque où elles sont centralisées et où il n'y a pas Internet, vous avez des émissions qui font des audiences records. Vous sortez dans la rue, il n'y a personne. Et les Marocains s'ouvrent au monde. Il y a aussi Apostrophe, il y a les magazines littéraires, il y a TV5 Monde, il y a beaucoup de choses. Donc cette ouverture sur le monde, elle ouvre aussi les esprits. Et d'ailleurs, vous le voyez de manière globale, les pays qui réussissent dans la mondialisation, c'est les pays qui sont ouverts sur la mer et qui sont ouverts sur les échanges. Plus on s'ouvre sur les échanges, et plus on réussit dans la mondialisation et dans la globalisation. Et sur la mer aussi, c'est un point... Sur la mer, c'est un élément qui est absolument... c'est un élément qui est essentiel. Et le Maroc, pendant tout le commerce des siècles... des marchandises. Et le Maroc, pendant des siècles... On en parlera plus tard quand on parlera de Tangemed, mais le Maroc, pendant des siècles, était tourné vers l'intérieur. C'est le moment où il se déboîte. Tu parles beaucoup de l'insularité, alors pas dans le livre, mais aussi dans d'autres interventions que tu as eues, de l'insularité du Maroc, en tout cas de la perception d'insularité, même des Marocains au Maroc qui sentent qu'ils vivent quasiment dans une île et qui a un point historique qui date même d'avant ça. En toute honnêteté, le concept ne m'appartient pas. Hein. Il a déjà été développé par Labi, il a été développé par un certain nombre de penseurs marocains. Donc je ne prends aucun copyright sur le Marocain insulaire. Je pense qu'il y a aussi une très grosse partie de vécu. Et puis aussi un petit peu, je dois dire, ce petit sentiment de supériorité qu'on a parfois vis-à-vis des autres, ce manque de modestie qu'on a de manière globale. C'est pas du chauvinisme. Des Marocains, on estime qu'on fait partie d'une civilisation. Et donc, le Marocain, il s'estime par certains aspects un petit peu l'héritier de cette civilisation millénaire qui va de Qarawiyyin au Temple du Savoir, à Volubilis. C'est un amalgame, c'est un truc de... On est les global citizens, les Léonard de Vinci du monde arabe, quoi. C'est un petit peu ça dans notre perception globale. On est capable de tout faire. Mais cette décennie 90, elle est incroyable. J'ai envie que la Gen Z, notamment, se rende compte de ce qui s'est passé. Le Maroc ouvre les ondes. Petit à petit. Il y a une presse indépendante qui commence à exister avec une liberté de ton. Tu expliques la création de l'Économiste aussi. Oui, de l'Économiste, mais aussi du journal hebdomadaire, d'énormément de médias qui sont en train de se créer, qui vont parler de sujets qui étaient complètement tabous, qui vont parler de la famille Oufkir, qui vont parler de sujets qui touchent à la famille royale, mais aussi au gouvernement, qui vont se mettre en guerre contre Driss Basri. Il va y avoir un éditorial célèbre de Khalid Jamei qui s'intitulait Shkunta, qui s'adressait à l'homme le plus puissant sur le plan sécuritaire du moins du Maroc. Donc c'est une période où les barrières tombent, et où en 94, on a quand même ce sommet du GATT qui est à Marrakech. Il est emblématique de notre entrée dans la mondialisation. C'est vraiment une histoire intéressante. T'expliques, alors dans la télécommunication, notamment dans le GSM, le sommet du GATT, c'est un moment particulier. Parce qu'en fait, c'était pas non plus évident de démocratiser le GSM au Maroc. C'est même pas que c'était pas évident, c'est que c'était interdit. Et donc, en fait, on change de prisme. C'est qu'on passe du « a priori, c'est interdit » à « on va échantillonner et puis ensuite on réfléchira ». Et puis il y a évidemment le croisement de la providence, de l'audace, d'une nouvelle génération qui est en train d'arriver aux affaires, de ce bouillonnant patron de l'Office des télécoms, de l'ONPT, je crois que ça s'appelait à l'époque, qui va devenir président de Maroc Télécom, Abdeslam Hizoun, qui lui, il fait feu de tout bois, il a une espèce d'énergie quasiment sarkozyste à cette époque, et il va réussir à imposer peu à peu, d'abord les téléboutiques. Alors oui, d'abord les téléboutiques, mais ensuite sur les GSM, tu expliques qu'une des stratégies, c'est d'abord commencer à les donner... aux gens puissants. Ouais. Parce qu'une fois que les gens puissants sont infectés, qui sont colonisés, habitués, drogués au GSM,
ça devient compliqué, même pour un ministre de l'Intérieur aussi puissant que l'était Driss Basri, de dire non, on ne va pas le faire. C'est intéressant comme anecdote. Mais le pouvoir, l'exercice du pouvoir, il ne se fait pas uniquement par le cadre législatif, il se fait aussi par la réalité, par l'économie du réel. Donc il faut faire des choses pour se rendre indispensable. Et qui se fait dans la succession de plein de petits détails qui créent le... Moi, je me méfie toujours, en tout cas, des dirigeants qui s'intéressent qu'à la grande stratégie. Je pense qu'il faut être un manufacturier du réel en prenant plein de petites décisions tous les jours qui participent à l'exécution de cette stratégie. Sinon, on est hors sol. On va revenir à l'épisode dans quelques secondes, mais juste avant, je voulais vous parler de quelque chose. Personnellement, j'adore regarder quelles sont les dernières startups qui se lancent au Maroc, mais on n'a pas toujours le temps de rester informé. Donc on a décidé de réunir toutes les startups à ne pas rater dans la Next Wave Startup List. Si vous êtes entrepreneur, si vous cherchez des idées, ou si vous êtes juste curieux et voulez savoir ce qu'il se passe au Maroc, c'est pour vous. Vous pouvez accéder à la liste sur startuplist.nextwave.ma. Je vous mets le lien exact dans la description. Et sur ce, on peut revenir à l'épisode. Tu as commencé à parler de Tangemed. C'est un des grands projets aussi dont il faut qu'on parle. Et tu le présentes sous le prisme de l'expression « Build it, they will come ». Est-ce que tu peux m'expliquer cette expression ? C'est une injonction quasiment biblique. Hein. C'est l'injonction qui est faite à Noé quand il doit faire l'arche de Noé. C'est-à-dire où il se pose la question qui c'est qui va venir. Et à l'époque... Parce qu'il n'y a pas encore le besoin d'avoir quelque chose d'aussi grand. Il n'y a pas le flux. Il faut commencer par le Il n'y a pas le flux, il n'y a pas le demande. business, il n'y a pas la base industrielle. Donc évidemment, dans un pays, encore une fois, où il y a une technocratie qui est très importante et qui est souvent très experte, il y a des boucliers qui se lèvent face à cette volonté royale. Pas des gros boucliers, mais quand même des gens qui disent est-ce que vous êtes sûr ? Peut-être que ça va nous prendre beaucoup de temps. Il y a un grand cabinet de conseil en stratégie américain qui dit ça va être rentable qu'en 2024. Donc il faut prendre le temps. Il y a Algeciras qui veut empêcher le Maroc de construire le port. Donc il y a une étude qui sort sous couvert d'un think tank espagnol pour dénoncer l'impact environnemental potentiel sur la crevette rose de Méditerranée. C'est un exemple intéressant d'intelligence économique. De guerre économique, oui, tout à fait. Il faut comprendre ce qui se passe, la production de ces rapports-là, l'objectif derrière. Etc. Oui, et puis il faut le comprendre, si on analyse un peu plus loin, le port de l'Algeciras n'a plus de réserve foncière. D'accord. Le seul endroit... Il ne peut pas se développer encore. Il ne peut pas se développer plus. Donc il faut qu'il puisse garder sa position dominante dans la zone. Et s'il le fait face à un pays qui a une assiette foncière beaucoup plus importante, donc qui peut installer des industries qui peuvent devenir des industries exportatrices sur le reste de l'Europe, on est en train de les concurrencer, pas uniquement au niveau portuaire, on est en train de les concurrencer sur leur attractivité. Il faut se rappeler que l'Espagne, du début des années 2000, c'est encore une zone best cost en Europe. C'est un pays qui s'est beaucoup développé, mais qui compte encore sur les investissements directs étrangers, et notamment dans le secteur de l'automobile qui va arriver plus tard au Maroc, et qui va être en fait un point de bascule. Parce que dès le moment où vous avez le premier grand constructeur européen qui vient s'installer au Maroc, vous êtes en train de changer de dimension. Et donc il y a eu l'audace et la vision long terme d'aller sur un projet comme ça, et qui en plus s'est avéré être un prérequis pour ce qui arrivait après, c'est-à-dire les industries, dont l'automobile. C'est, selon ma conviction profonde, l'avantage, on va dire, suprême du fait que notre chef de l'État, que le roi, il ait un mandat qui est un mandat biologique et qu'il n'ait pas un mandat qui est un mandat électoral. Peu de premiers ministres auraient décidé la création d'un port en eau profonde sur la Méditerranée qui va nécessiter des investissements aussi importants pour finalement ne jamais en tirer un bénéfice électoral. Donc là, c'est une décision qui nécessite d'avoir la profondeur historique sur notre projection, sur le plan d'ensemble, sur comment Sa Majesté veut aussi industrialiser le Maroc, comment est-ce qu'il pousse à la roue ses ministres, son Premier ministre, pour ramener les investisseurs directs étrangers. C'est un Maroc qui s'ouvre à cet investissement mondial à ce moment-là. Donc c'est dans une dynamique, et rappelons-le, Mohamed VI, au début des années 2000, c'est aussi Sidi Mohamed, prince héritier, qui s'occupe du GATT en 1994. Donc il a compris ce que le Maroc a attiré de cette mondialisation, de sa position géographique, de son coût de main-d'œuvre à l'époque, des incitations qu'on peut mettre en place, de la stabilité que nous avons à ce moment-là. Donc,
c'est dans un mécano beaucoup plus global. On ne peut pas isoler Tangemed du reste de la stratégie globale pour le pays. Et sur l'automobile, alors moi je ne savais pas, mais en fait c'est une longue histoire. C'est-à-dire que ce que tu expliques, c'est que la première usine Somaka, elle est inaugurée en 1959. Alors, Oui. c'était pas la même taille que ce qu'on fait aujourd'hui, bien sûr. Mais c'est quand même une longue histoire et 2024, c'est 26 milliards d'exportations. Oui. Et donc ça commence il y a déjà 65 ans. C'est 26 milliards pour l'ensemble du secteur automobile en comptant les sous-traitants aussi. Hein. Ce n'est pas juste les automobiles. D'accord. L'ensemble de la filière automobile. L'ensemble de la filière, oui, automobile. Et donc aujourd'hui, bon, c'est un grand succès, c'est 26 milliards d'exportations et la construction de toute une filière, un écosystème avec tous ces sous-traitants, etc. Et tu parles à un moment dans le livre de la différence entre le Made in Morocco et le Made by Morocco. C'est-à-dire qu'on a réussi à construire cette plateforme qui permet d'accueillir et même de créer des projets en commun avec des grands constructeurs ou grands fournisseurs de ces constructeurs, etc. Et aussi avec des entreprises marocaines qui se développent. Mais on a quand même toujours cette position de plateforme. Et comment on passe de cette position de Made in Morocco au Made by Morocco? Est-ce que tu as des idées sur ce développement-là et comment on peut y arriver? Si j'avais une solution simple pour contribuer à faire passer le Maroc du Made in Morocco au Made by Morocco, j'irais me présenter aux législatives et je ferais de la politique. Il n'y a pas de réponse simple à ça. Mais on peut analyser selon le constat suivant. On a réussi à attirer des gens qui sont propriétaires de technologies qui permettent de créer des produits manufacturés et donc qui ont la propriété intellectuelle de ces éléments-là, la technicité pour pouvoir les assembler, pour pouvoir les produire. Mais notre appareil productif national ne construit pas de propriété intellectuelle nationale vers des investisseurs nationaux dans l'industrie qui nous permettent aujourd'hui de produire des produits manufacturés. Donc de manière très schématique, on a accueilli, grâce à notre position de plateforme, grâce à une architecture multidimensionnelle pour l'attractivité de ces grands investisseurs internationaux, des success stories considérables dans l'industrie. Et donc c'est Made in Morocco, sur le territoire marocain. Ça a créé des emplois, ça a permis que des Marocains rentrent dans l'industrie et commencent à investir pour être des sous-traitants. Mais sur la nouvelle génération industrielle et sur l'innovation, le Maroc est encore un pays qui est extrêmement en retard. Et on le voit même dans notre architecture législative. On n'a pas de crédit impôt recherche, par exemple, au Maroc. Ce qui est donc, en réalité, il n'y a pas d'incitation à aller faire de l'innovation. Et c'est d'autant plus difficile que les barrières à l'entrée sont de plus en plus hautes. Parce qu'aujourd'hui, l'innovation est de plus en plus capitalistique. Elle a besoin de beaucoup plus de capital. Elle a besoin de marchés beaucoup plus grands. Et donc de la capacité à pouvoir se projeter. Et donc, elle est liée à deux éléments. Est-ce que nous avons des champions nationaux en capacité de pouvoir produire et vendre sur une géographie d'au moins 400 millions de consommateurs? Et est-ce que nous avons la capacité au niveau de notre enseignement supérieur, de nos centres de recherche, de faire de l'innovation qui ne soit pas juste de l'innovation frugale d'amélioration, mais une innovation qui soit radicale? Et donc, la grosse difficulté, c'est de dire comment est-ce qu'on va insérer le Maroc de 2026 dans le Maroc de la connaissance, d'autant plus qu'on a un danger existentiel qui est en train d'arriver avec l'IA qui détruit à la fois les emplois chez les cols blancs et chez les cols bleus. Il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé, qui est le continent africain, le développement notamment économique, des relations commerciales, des relations diplomatiques, etc. Tu expliques, page 326, le désengagement de certains groupes européens a accéléré l'essor de banques panafricaines, dont les marocaines. Et c'est donc Attijari qui rachète le réseau de crédit agricole, BMCE qui rachète une partie, et ensuite Bank of Africa, Marak Telecom aussi. Donc un certain nombre de groupes qui se développent en Afrique. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours le même intérêt des groupes marocains pour continuer à se développer sur le continent africain? Quelles sont les zones qui sont, tu penses, les plus logiques pour le Maroc de projection économique? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je pense qu'on est dans une phase, un plateau. Je dirais. Il y a eu cette phase très importante de croissance externe et d'acquisition, majoritairement dans le secteur des services financiers et de l'assurance, qui ont été vraiment les moteurs de ces éléments-là.
Cette phase, elle est arrivée grâce à la conjonction de 2 éléments. Un, la volonté politique portée par le roi de créer des champions panafricains issus du Maroc et de les soutenir autant que possible. Et 2, le fait qu'il y avait des vendeurs. C'est qu'il y avait des positions qui étaient à prendre. Ouais, il y avait une opportunité. Si on est acheteur et qu'il n'y a pas de vendeur, ça ne sert à rien. Ou bien on achète trop cher. Et donc, le fait qu'on ait été présent à ce moment-là, en ayant à la fois ce volontarisme de l'État et le fait qu'il y a eu des vendeurs, a permis à cette fenêtre d'opportunité de pouvoir se matérialiser. Ensuite, il y a une marque de fabrique qui est spécifique du Maroc, c'est que Sa Majesté le Roi a multiplié les voyages dans les pays d'Afrique subsaharienne, en étant accompagné de délégations d'hommes d'affaires marocains, mais également de représentants du secteur public, qui est toujours très important. Et il a été complètement à contre-pied de ce que font les autres chefs d'État lorsqu'ils vont dans ces pays. Et lorsqu'ils y vont, il reste 48 heures. Lui, il est resté 3 semaines, 4 semaines. Et c'est totalement en adéquation avec ce qu'attendaient à ce moment-là nos partenaires d'Afrique subsaharienne. C'est qu'ils y ont senti à la fois le respect, l'amour, l'envie de vouloir construire ensemble et le temps. Et dans un continent qui est le berceau de l'humanité, pour lequel la temporalité est très différente. On parle d'un continent absolument immense. L'Afrique, elle s'est construite sur des temporalités radicalement différentes. La représentation que vous avez, il y a un très grand débat en ce moment sur la carte de Mercator. En fait, elle ne reflète pas du tout la taille réelle de l'Afrique. L'Afrique est beaucoup plus grande. Toutes les cartes que nous avons dans notre imaginaire, elles sont fausses. Et donc, la dimension trajet, la dimension voyage en Afrique n'a absolument pas la même valeur que ce qu'on peut avoir en Occident. Et le fait que le roi du Maroc comprenne et embrasse ces dimensions-là, et soit en capacité de mettre sa temporalité avec le temps de l'Afrique, il peut le faire parce qu'il a plusieurs avantages. D'abord, il a l'extrême stabilité du Maroc. Donc, qu'un chef d'État puisse se déplacer 3 semaines, 4 semaines à l'extérieur de son pays, ça pose aucun souci au Maroc. Et deuxièmement, il est en capacité de pouvoir créer non pas le Maroc comme investisseur, mais le Maroc comme partenaire, et dans les partenariats sud-sud, et que ça soit un partenariat qui soit gagnant-gagnant. Et c'est le lien aussi entre l'économie et la diplomatie. Il y a un autre moment, je pense, qui est important dans ce sujet-là, c'est la COP22, notamment dans la diplomatie du Maroc et dans l'image du Maroc et dans une forme de soft power, même si le mot est beaucoup utilisé, mais en tout cas dans la perception du Maroc. Est-ce que c'était effectivement un point, tu penses, qui était un moment important, un moment de bascule dans la perception du Maroc, dans la capacité d'organiser un événement de cette ampleur ? Moi, je pense que tout ça, ça fait partie du style, de la doctrine et de la marque de fabrique de Mohamed VI, en matière de style. C'est que très tôt, et d'ailleurs en 1999, l'éditorialiste je crois, Los Angeles Times disait « Est-ce que le Maroc boxe dans une catégorie qui n'est pas la sienne ? Est-ce qu'il n'est pas en train... Is Morocco punching above its weight ?» Je pense que je l'ai souvent répété, mais elle m'obsède. Pourquoi ? Le Maroc va être candidat plusieurs fois à l'organisation d'événements à portée internationale, mondiale, et il va en perdre plein. On oublie aujourd'hui, parce qu'on organise la Coupe du Monde de 2030, ou on la co-organise, on a gagné. Mais avant, on a eu 4-5 candidatures qui ont échoué. Ça a commencé déjà fin 90, début 2000. Ça a commencé fin 90, et début 2000. Ouais. Et à chaque fois, le Les Maroc... choses n'arrivent pas juste comme ça. Et puis, on est un pays à revenu intermédiaire. On est un pays qui aujourd'hui fait 190 milliards de dollars de PIB. Je veux dire, on ne peut pas rivaliser avec des pays qui ont des hauts de bilan beaucoup plus importants. Mais le roi du Maroc, il veut. Il veut que le Maroc joue dans cette dimension-là parce qu'il sait quelles sont les externalités positives qu'on peut en tirer. Il sait que ça tire aussi le pays dans des chocs d'infrastructure lorsqu'on doit accueillir des éléments. Et le Maroc a souvent des cycles circadiens. C'est ce qu'on retrouve dans le livre. C'est qu'il y a des moments de poussée très importants, de fièvre. D'ailleurs, pour l'anecdote, moi je pense que les boîtes qu'il faudrait coter au Maroc, c'est les boîtes de traiteurs et les boîtes d'événementiel. Parce qu'il y a un savoir-faire au Maroc qui est incroyable en capacité de cristallisation. Il y a une caractéristique, je pense, dans l'entrepreneuriat marocain et notamment dans les services, c'est
une faible culture de l'anticipation et de la préparation, mais une capacité à pouvoir organiser les choses dans la cristallisation qui est absolument incroyable. Quitte à ce que les gens soient épuisés, soient crevés. Cristallisation dans le sens du moment, c'est-à-dire lorsque le moment approche. Lorsque le moment approche, fédérer les équipes et donc il y a exécuter. plein de gens qui sont inquiets en disant est-ce qu'on va être prêt, est-ce qu'on va être prêt pour la CAN, attention et tout, etc. La CAN s'est déroulée, tout était impeccable, tout était prêt, etc. Des stades qui sont montés en 18 mois, je pense pas que ça soit. Donc je pense que le roi, il connaît aussi les composantes des Marocains. Donc il dit, ok, on n'est peut-être pas tout à fait à la bonne dimension, mais on va faire le bid pour l'Expo universelle. Et donc on va y aller pour l'Expo universelle. Il va obtenir la COP, mais la COP, elle est dans le continuum idéologique d'avoir mis au centre de la doctrine marocaine à partir de 2009 la transition écologique comme étant un marqueur très important pour un pays qui n'a pas de réserve d'hydrocarbures. Donc tout ça, ça s'inscrit dans un continuum, ça s'inscrit dans la centrale Nord qui est inaugurée, dont les travaux sont lancés en 2009, plus grande centrale solaire d'Afrique à ce moment-là, depuis c'est plus je crois du monde à ce moment-là, mais en tout cas une très forte ambition sur le renouvelable. Le zéro Mica qui arrive dès 2015 avec l'abrogation et l'interdiction de tous les sacs en plastique non biodégradables. Pour l'anecdote, c'est ce qui va nous servir ensuite pour le Covid, parce qu'en transformant toutes les usines qui vont faire du sac dégradable, c'est eux qui vont faire les masques ensuite, parce que c'est exactement le même tissu. Donc voilà, ça rentre dans une logique de se dire, la projection de puissance, elle est consubstantielle de la puissance. Il faut qu'on attaque des choses de plus en plus grosses. Et c'est comme ça. Et ça va porter... et ça va porter l'effort et ça va porter l'élan. Tu parles à la fin du livre d'un certain nombre de failles que tu as identifiées et aussi d'idées que tu as pour cette situation. J'aimerais bien qu'on revienne sur certaines. La première, ce que tu notes, c'est un désintérêt pour la politique aujourd'hui. Tu dis un désintérêt grandissant pour les partis, une atonie du débat, une difficulté à produire de l'espérance collective. Maintenant que tu me relis la phrase, je me dis, c'est presque une phrase d'énarque. Je trouve qu'elle enfonce les portes ouvertes. Ouais, je trouve qu'elle est à la fois très policée, sans aspérité, mais en réalité, c'est que les gens, et les élites notamment, ne s'intéressent pas à la politique parce qu'ils n'y trouvent pas leur intérêt. Et moi, je m'inquiète, si tu veux, de ceux qui s'intéressent à la politique sans y trouver un intérêt qui soit aussi un intérêt propre. Il ne faut pas que cet intérêt soit pécunier, mais il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir... et souvent au Maroc, si tu remarques, c'est que souvent l'ambition, elle est présentée avec une certaine forme de suspicion. On dit, il est super ambitieux, il veut réussir. Moi, je trouverais ça super. Regarde, on a le débat sur la chefferie du gouvernement, c'est partout dans les médias au Maroc. Mais j'ai entendu personne dire je suis candidat à la chefferie du gouvernement, j'espère que le roi me nommera si mon parti est gagnant. T'as l'impression qu'il faut se cacher. Et donc, je le regrette et je me mets dans le lot de ceux qui ne participent pas à la vie politique parce qu'on estime qu'il n'y a pas les instruments autorisés ou les voies, on va dire, qui fonctionnent pour pouvoir y arriver. Avec justement un autre point que tu identifies, c'est le désengagement des élites. Oui. Et alors, c'est un désengagement dans l'engagement, dans l'engagement vraiment de la réalité politique, c'est dans le débat, c'est dans... Moi, je discernerais plusieurs quand même facteurs de participation. Charité ordonnée commence par soi-même, je dirais. La production de connaissances, c'est un premier niveau de la participation à la chose publique. Donc ça, c'est fait. Le deuxième niveau, c'est le financement du monde des idées. On voit qu'au Maroc, on a très très peu de production de connaissances sur les sujets les plus importants pour notre société. Ce sont des sujets sur lesquels on observe très souvent des convictions et sur lesquels on n'observe pas de pensée. Je trouve ça un peu triste que les principaux centres de production de pensée au Maroc, ça soit le Conseil économique, social et environnemental, qui est quand même un organe constitutionnel, donc il est lié quelque part à la chose publique, et que c'est le seul à produire de la connaissance de très grande qualité, mais qui reste lié à la chose publique. Mais si demain tu me dis, Abdelmak, je veux faire un instantané du secteur de la santé, je suis en train en ce moment avec mon think tank de travailler sur le secteur de la santé au Maroc, 99% de la production de connaissances sur le secteur de la santé, elle est faite par des instituts étrangers.
Donc pour moi, la deuxième forme d'engagement, c'est que les détenteurs du capital et ceux qui ont du capital en surplus, ils le consacrent à la recherche ou qu'ils le consacrent à l'innovation dans l'industrie. Mais aujourd'hui, il faut sponsoriser la recherche. Parce que ça permet ensuite de construire du débat. Mais il faut déjà qu'on ait des idées. Ouais. Si on est tous d'accord, c'est terrible. Mais si en plus on n'est pas d'accord parce qu'on a des convictions qui ne sont pas basées sur des faits mais sur des perceptions, c'est encore beaucoup plus grave. Et ici, on dirait qu'au Maroc, on s'interdit le débat. Quand on regarde les déclarations d'intention des partis politiques, c'est toujours un assemblage de mots qui veut rien dire. Ou pire que ça, tu peux intervertir les mots dans la phrase et ça veut toujours rien dire. Tu vois, tous les partis politiques du Maroc, ils sont pour la démocratie solidaire dans le développement durable. Alors tu peux dire la démocratie durable dans le développement solidaire. T'as bien avancé. Par contre, je vois pas les recettes. Je vois pas des recettes pour agir de manière concrète sur comment est-ce qu'on va employer ces dizaines de milliers de jobs. Ces dizaines de milliers de jeunes qui vont pas trouver d'emploi demain à cause de l'IA. Il y a un autre point, c'est le modèle économique. Effectivement, on a eu des périodes de croissance, il y a des grands projets qui se sont développés, des filières qui ont été créées. Et on a commencé à en parler tout à l'heure sur la stabilité qui a à la fois des avantages. Tu disais aujourd'hui, c'est très rare d'avoir un pays qui est stable, mais en même temps des désavantages parce que ça peut diminuer le dynamisme, le fait de se concentrer sur la stabilité. Et tu dis l'obsession de la stabilité a produit des résultats tangibles, mais au prix d'un manque chronique de dynamisme. Oui. C'est même pas... si je devais un peu, pas sophistiquer, mais disons préciser l'argument, c'est la culture du risque dans l'économie a été obérée et désorganisée par le fait qu'on n'ait pas adressé la question des secteurs rentiers au Maroc. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le capital, et notamment ceux qui ont du capital additionnel non utilisé, ils soient mieux en bourse ou bien dans l'immobilier? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de prime à l'agressivité économique et à l'entrepreneuriat économique pour pouvoir faire bouger notre pays et le dynamiser? Je pense qu'il y a quand même des éléments structurels sur lesquels il faut qu'on se pose des questions. On a ce serpent de mer avec le volontarisme de discours des différents gouvernements en disant qu'il faut inverser la courbe de l'investissement public et privé, puisque l'investissement public prend 60% de la formation, de la valeur économique créée dans notre pays. Pour l'instant, c'est juste des paroles, quoi. Et tant que vous ne le faites pas réellement, vous forcez jamais les acteurs économiques. L'acteur économique, il est rationnel. Il faut qu'on parte de ce principe-là. Il prend ses incentives et il agit en fonction de... Ils ne sont pas cons. Ouais. Il choisit les choses qui sont les plus rationnelles pour lui, celles qui sont Et c'est normal. avec le niveau de risque le plus faible et le niveau de rémunération le plus élevé. C'est à l'État de rendre insupportable à l'investisseur ou inconfortable de rester uniquement dans des secteurs rentiers et à lui permettre de gagner beaucoup plus et de participer à l'effort national. Et on va devoir reprendre tous nos instruments de mesure. Parce qu'à l'heure où l'IA et la technologie détruisent beaucoup d'emplois, il va falloir qu'on mette des mesures économétriques de calcul de l'impact en matière sociale et pas uniquement en matière économique. Et donc, il va falloir qu'on réfléchisse à la raison d'être des entreprises. Et qu'on puisse avoir des bonus pour les entreprises dont la raison d'être inclut le fait d'être une entreprise qui crée de l'emploi. D'accord. Et donc, il faut qu'on soit intelligent, il faut qu'on puisse... C'est des créations d'incentives. Oui, c'est des créations d'incentives additionnelles pour s'adapter à notre environnement. Mais non, la stabilité est un atout aujourd'hui qui est un atout, au contraire, sur lequel on doit appuyer sur les gaz et le marketer, le vendre beaucoup plus, parce qu'on est en symbiose avec l'air du temps. Je pense que c'est effectivement un paradoxe qu'il faut garder comme dans toute chose qui est réelle. C'est à la fois la stabilité, et le dynamisme parfois, et travailler sur les deux. Et parfois, tu remarqueras une chose, c'est que le fait qu'on soit un chouïa plus conservateur sur un certain nombre de sujets, parfois ça te rend service. Parce que sur une technologie qui est à la mode ou sur un secteur qui est à la mode, le fait que tu aies quand même les checks and balances et que tu attendes un peu, ça te permet de ne pas prendre un virage complet et te retrouver les pieds dans le béton, engoncés dans un secteur. Pour moi, il y a deux éléments. Il faut qu'on réhabilite l'obligation d'expérimenter.
Il faut qu'on puisse expérimenter de nouvelles choses avec un système qui permette de rattraper les choses une fois qu'on estime que l'investissement sera non productif et que c'est de l'argent qui est perdu ou du financement qui est perdu. Et puis, il faut qu'on réhabilite dans notre pays le droit à l'erreur. On remarque une chose, c'est que les Marocains, dans leur système de management, mais aussi dans l'État, n'admettent pas le droit à l'erreur. Or, l'entrepreneuriat, comme la gestion publique, ont besoin de droit à l'erreur parce que si on ne permet pas aux gens de pouvoir se tromper, on va leur enlever toute velléité d'initiative. Ne vont rester que ceux qui sont dangereux. Celui qui va prendre des initiatives, c'est qu'il est au-delà du cercle de la raison. C'est que c'est un ouf. Il est en train de foncer. Mais moi, je voudrais qu'il y ait un vrai plaidoyer sur le droit à l'erreur dans tous les secteurs. Remarquons-le au Maroc, ceux qui se sont trompés ont rarement droit à une seconde chance, ont rarement droit à une seconde vie, à une capacité à pouvoir reconstruire une carrière. Ça devient une espèce de... c'est un des corollaires d'une société ultra socialisée dans laquelle la rumeur, les alliances, les clans sont très importants. Mais la combinaison du devoir d'expérimentation avec le droit à l'erreur, c'est pour moi la combo gagnante pour pouvoir pousser encore plus le curseur en matière de croissance. Il y a une fracture dont tu parles à plusieurs reprises, c'est la fracture territoriale. Entre les grandes villes, souvent sur le littoral, et le Maroc intérieur. Comment on pourrait œuvrer pour diminuer cette fracture-là Est-ce qu'elle est économique? Est-ce qu'elle est plus d'un point de vue infrastructure? Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de cette fracture territoriale? D'abord, je pense qu'elle est culturelle. Et je pense qu'on parle peu de la culture. Tu vois, toi et moi, on est dans un studio, dans une grande ville du littoral, à Casablanca. Si on sort d'ici, notre panel de choix pour avoir accès à la culture et à la connaissance, il est comparable à ce que tu peux avoir dans une grande capitale occidentale. Si on est même dans une grande ville de l'oriental ou du Dar'a Tafilat ou de Guelmim Ouadnoun, notre panel de choix va être réduit de quasiment 80% ou 90%. Or, l'accès à la culture, l'accès à la connaissance, l'accès au savoir, l'accès aux formations, et aux formations tout au long de la vie, c'est ce qui permet la stimulation intellectuelle et qui permet l'accomplissement de soi. Et ça, c'est pas uniquement matériel, c'est pas uniquement de l'argent. Alors, le deuxième aspect, c'est évidemment la question du rattrapage en matière économique et financier. C'est déjà organisé, par exemple, dans la charte des investissements. Il y a un bonus lorsqu'une entreprise va aller investir dans une zone de ce Maroc intérieur. Simplement, elle n'y va pas quand même. Elle n'y va pas quand même parce que attirer les talents sur place nécessite qu'il y ait ce fameux capital culturel dont on a parlé. Parce que finalement, quand toi ou moi ou n'importe lequel de nos compatriotes qui va aller travailler dans une entreprise doit prendre la décision, et si en plus il le fait en famille, il va décider sur un écosystème. Il ne va pas décider juste sur dire je vais aller me mettre dans une ville dans laquelle je n'ai pas accès parfois au transport, je n'ai pas accès à la logistique, je n'ai pas accès aux connexions internationales lorsque je dois prendre l'avion. Donc c'est un ensemble de choses. Et organiser la solidarité nationale, ça veut dire aussi qu'à un moment, il faudra faire des arbitrages qui vont au-delà de la discrimination positive pour ces zones. Il va falloir faire des transferts. Et il va falloir faire des transferts qui passent nécessairement par la fiscalité, par une fiscalité qui va être adaptée en fonction des régions, puisque la chose qui fait bouger l'économie, son système nerveux central, c'est la fiscalité. Et qui permettra d'avoir un attrait de certaines régions qui vont attirer de plus en plus de gens. Oui, et de la subvention pour notamment tout ce qui est capital culturel. Moi, je le voyais récemment à Rabat, la ville dans laquelle j'habite. Si tu étais à Rabat vendredi ou samedi dernier, tu avais le choix entre 5 concerts de dimension internationale, un humoriste qui faisait un spectacle en anglais, et la capacité à pouvoir aller manger dans une palette de restaurants qui est incroyable. Donc, pour le touriste international ou celui qui vit, tu te dis, il y a un changement de palier qui est absolument considérable. On est rentré dans l'ère où beaucoup de choses sont possibles. Je ne suis pas sûr qu'en même temps, même dans une grande ville comme Oujda,
tu as ce chemin des possibles. Et si j'avais continué l'exercice jusqu'au bout, après ce fameux jour où il y a cette multitude de choix à Rabat, j'ai aussi la capacité de prendre un avion le lendemain à 6 heures du matin et de me projeter sur X, à peu près n'importe où. Il y a un ou deux sujets dont je voulais parler aussi avant de finir, notamment l'écriture. À quel moment tu as commencé à écrire? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait? Pourquoi? Est-ce que c'est une manière de réfléchir? Est-ce que c'est une habitude? Pourquoi tu as commencé à écrire? Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est venu de la lecture. Et qui est venu de la lecture par des choses qui sont totalement injustes, à savoir le capital culturel que tu as dans ta propre famille. Moi, je suis dans une famille pour laquelle la lecture était absolument centrale, pour laquelle la bibliothèque de la maison était la pièce la plus importante de la maison, et pour laquelle, pour tout te dire, lorsque j'avais droit à des punitions étant adolescent, j'étais enfermé dans la bibliothèque. Donc, mécaniquement, le cerveau s'entraîne à la lecture. L'arrivée d'écrire est arrivée un peu plus tard. Elle est arrivée à la fin des années 90, et elle est arrivée par une envie de tenir des carnets à la mort, je crois, de Hassan II, où je voyais que quelque chose était en train de se passer. Et j'avais envie d'être dans cette position du commentateur, de celui qui commente les choses et qui les regarde. Tu écris sur tes lectures? C'est-à-dire que tu lis et tu écris des Non. réflexions? Il m'arrive de prendre des notes sur mes lectures, mais c'est beaucoup plus... je prends des notes depuis maintenant 25-30 ans sur absolument tout, sur les choses que je constate. Sur papier? Oui, sur papier et au stylo. Et tu écris, c'est-à-dire que c'est des choses qui viennent, qui partent, ou est-ce que tu as une habitude d'écrire? C'est-à-dire que tu écris un petit peu tous les jours? C'est assez routinier, ça arrive 2-3 fois par semaine. Mais je me ménage une discipline pour le faire. J'attends qu'il y ait suffisamment de matière. Il peut y avoir une semaine où il n'y a rien, où on rencontre personne, ou que des imbéciles, où on est malade, ou c'est des choses. Que des imbéciles. Ça peut arriver. Hein, Rien d'intéressant je constate qu'il y a, avec notamment les réseaux sociaux, il y a une hypertrophie des imbéciles. Chaque année, il y a de plus en plus d'imbéciles. Mais cette année, j'ai l'impression que les imbéciles de l'an prochain, ils sont déjà là. Donc, on est déjà. Mais voilà. Donc, moi, j'aime rencontrer les gens. J'aime faire des rencontres. Je suis dans un métier de service. Donc, rencontrer des gens, c'est ce qui ouvre des opportunités, ce qui permet d'apprendre. Après, quand il s'agit de l'écriture d'un ouvrage, je passe à une autre discipline. C'est-à-dire là, vraiment, j'arrête, je coupe Internet, j'ai 4 heures par jour. Alors, où je fais que ça. Donc, tous les matins, par exemple? Tous les matins. Tous les matins, pas de téléphone, pas d'Internet? Pas de téléphone, pas d'Internet. Et pendant combien de temps? 4 heures. 4 heures? Pendant 4 heures. Et ça t'a pris quelle période pour celui-là m'a pris environ 18 mois. Quand même, avec une vraie discipline. Alors avec une vraie discipline, mais aussi des moments de désespoir, d'atermoiement, de tu aimes plus le plan, je veux le refaire, mais pourquoi je fais ça, de questionnement existentiel, de c'est long, c'est dur. Mais disons que j'ai une méthode. Je construis d'abord la base documentaire et toutes les lectures. Donc j'ai passé quasiment 3-4 mois à ne faire que lire, à ne rien écrire, à prendre quelques petites notes, mais à vraiment réfléchir au déroulé du plan, à l'arc narratif que je voulais avoir, à comment le composer, à comment l'écrire. J'ai aussi sélectionné les entretiens que je voulais avoir, donc j'ai quand même pu avoir des témoins de notre époque qui m'ont entretiens qui m'ont sous la promesse et le pacte sacré de l'anonymat, et que je les citerai pas parce que c'est aussi quelque chose qui est très culturel au Maroc, c'est que les gens veulent bien partager avec toi les anecdotes, mais il faut surtout pas que tu dises qu'ils étaient au milieu de la pièce. Mais c'est une partie passionnante du projet du livre aussi. C'est une partie d'abord où je me suis senti ultra privilégié, ultra vivant, d'avoir les vrais témoins de l'époque, parfois des gens qui ont un âge très 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 avancé et qui m'ont permis de retrouver mon pays, de le reconnecter. Et puis parfois c'est amusant de confronter des versions, on va dire, divergentes d'un même événement. Avec des gens qui l'ont vécu. Avec des gens qui l'ont vécu, mais qui l'ont pas vécu ensemble. Mais pour moi, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur d'autant plus que je vous constate entre ce bouquin-là et celui d'avant qu'il y a aussi un rajeunissement du lectorat et que je commence à avoir un lectorat plus jeune, d'étudiants, de gens qui ont envie de participer à cette expérience de partage.
pour moi, c'est la chose qui me rend vivant, d'être pas uniquement un acteur dans la cage du hamster tous les jours, à faire des benchmarks, à faire des choses que je pense être d'une certaine qualité pour mes clients, mais aussi pouvoir nous enfermer. Écrire, c'est aussi une révolte sur ce que tu disais, c'est-à-dire sur l'instantanéité des réseaux sociaux, sur tout ça. C'est aussi une manière de se poser, de réfléchir et de reprendre son temps. Ouais, maintenant que tu le dis, je me rends compte que avec l'âge, je commence quasiment à devenir réac, à dire les réseaux sociaux c'est pourri, etc. Alors que je les utilise moi-même et que je suis. Mais le livre, pour moi, c'est un objet qui est de l'ordre de la fascination. Et puis j'ai voulu faire un bouquin simple, grand public, pour les générations à venir, pour ma fille aussi, qu'elle puisse voir la contribution de son papa à la construction de ce Maroc des idées. Le Maroc est un des pays où il y a le moins de production de connaissances au monde. Si on devait la rapporter à la production intellectuelle mondiale, chaque Marocain produit un mot écrit par an. Donc c'est quasiment rien. On parle de 40 millions de mots. Donc il y a très très peu de production. C'est peut-être là où j'essaye de cultiver ma petite différence. C'est pas pour devenir riche, parce que la base de lectorat, elle est extrêmement réduite. C'est pas une bonne manière, ça. Mais c'est pour le plaisir du partage, de rencontrer des gens, et puis d'avoir aussi des gens qui t'engueulent parfois. Parfois, tu as des coups de fil de gens qui ont été dans certaines scènes que je raconte dans le bouquin. Ils disent non, mais ça s'est pas passé exactement comme ça. C'est intéressant aussi. Oui, c'est intéressant maintenant. Et tu disais le lectorat est de plus en plus jeune. Peut-être pour une dernière question. Quand tu les rencontres et que tu leur parles, c'est quoi les conseils que tu leur donnes le plus souvent ou les points qui sont le plus importants pour toi avec du recul que tu souhaiterais partager avec une audience du coup jeune et qui veut contribuer? Bah écoute, tu poses une excellente question parce que je suis très souvent démuni face aux questions qu'ils me posent. C'est que très souvent, ils pensent que le fait d'avoir écrit un bouquin, d'être un tout petit peu une personnalité publique, t'avoir vu à la télé et tout, etc., te confère une légitimité pour leur donner des conseils, et notamment des conseils de carrière. Et je t'avoue que je suis toujours complètement paumé. Parce que d'un côté, tu as envie d'être sympa, tu vois, tu as envie de dire... mais venir donner des conseils de carrière à un jeune ou une jeune de 20 ans ou de 22 ans, et qui te dit, est-ce que je dois m'orienter vers ça, mais plutôt vers ça, etc. Il y en a plein qui sont ingénieurs, et qui sont en plein doute existentiel sur qu'est-ce qui doit se passer. Je t'avoue que je suis vraiment, vraiment démuni. Mais évidemment, ça fait super plaisir parce que tu vois une nouvelle génération qui est très, très, très différente, qui est beaucoup plus assertive, qui a beaucoup plus de certitude sur un certain nombre de choses inhérentes à leur projet de vie, à leur parcours, qui est plus entrepreneurial, qui est vraiment le virage que je voudrais voir prendre pour mon pays, c'est-à-dire des gens qui rentrent dans ce monde merveilleux de l'aventure, de la création d'entreprises, parce que d'abord, ça permet d'avoir beaucoup plus de liberté dans la gestion de sa vie, de ce qu'on appelle, ce qui est très à la mode, le work-life balance. Peut-être pas au début de la création d'une entreprise, mais à terme, ça devrait le permettre. Mais c'est une génération, je pense, qui va nous surprendre et qui, moi, déjà m'a surpris quand il y a eu les manifs de la Gen Z, parce que c'est la première génération depuis l'histoire du Maroc indépendant qui n'est pas sortie dans la rue avec des revendications transactionnelles, mais avec des revendications presque métaphysiques. Ils n'ont pas dit donnez-nous des subventions, donnez-nous un agrément de taxi, et ils ont dit on veut réformer la justice, on veut réformer la santé, on veut réformer l'éducation. Je pense qu'ils nous ont tous donné une leçon, et puis la réponse du roi à leurs revendications a été exemplaire. Abdelmalek Alaoui, merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir. Moi, j'ai adoré lire ce livre, j'ai beaucoup appris, à la fois pour comprendre l'histoire, mais à la fois aussi plein d'anecdotes, plein de choses intéressantes qui m'ont même permis de comprendre des choses, même dans ma vie parfois. Donc vraiment, il faut absolument le lire, et merci d'avoir accepté de venir sur Next Wave. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.